Salut, je m'appelle Perla. Je suis militante de la communauté LGBTQI+. Je suis une femme trans, noire, et je suis là. Moi, c'est Kenzo, j'ai 18 ans et je vais vous raconter ma transition. Bonjour, moi je suis Eric, le père de Kenzo, et puis je suis là pour l'accompagner dans cette démarche de transition. Alors moi je suis Vanessa Yalnik, médecin généraliste à Marseille et je m'occupe des personnes trans depuis 6 ou 7 ans. My name is Eniola. My friend called me Coded, so I prefer calling me Coded anyway. Since I'm here, I've been going to school to learn serigraphy. Je m'appelle Lee, j'utilise le pronom il avec les accords masculins, je suis un homme trans et donc je suis également membre fondateur de l'association Transat qui est une association d'autosupport à Marseille. Bonjour, je m'appelle Sabine, j'ai 49 ans et je suis très heureuse et chanceuse dans ma nouvelle vie. Je m'appelle Jo, je suis une personne queer, j'utilise les pronoms yel, il, elle et j'ai participé à la mise en place d'actions de santé par et pour les personnes trans et non binaires. Je m'appelle Raven, j'ai 25 ans, mes pronoms c'est elle ou AL, plus AL, mais accord neutre ou féminin à l'oral. My name is Boboski. I'm from Nigeria. I live in France, Marseille, and I have a son, Francesco. And I'm happy. Bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 20 ans. J'utilise les accords féminins et le pronom elle. Dans la vie, je suis comédienne et je suis des cours pour devenir réalisatrice. Je m'appelle Sacha, j'ai 28 ans et je fais du cinéma. Je m'appelle Célor, j'ai 34 ans. Je commence. Ouais, je dirais que le genre, c'est vraiment comment on se sent, comment on se définit, aussi comment on se place dans le monde, quoi, parce qu'on n'est pas dans des bulles. Et l'orientation sexuelle, c'est par qui on est attiré sexuellement, romantiquement, pour faire de l'intimité. Il n'y a pas de corrélation directe entre l'organe génital et l'identité de genre. L'identité c'est dans la tête, l'organe génital c'est entre les jambes et c'est deux choses bien séparées. Donc quand l'enfant grandit, il n'y a pas finalement de raison pour que on lui ait imposé la bonne identité de genre, enfin celle qui lui correspond, celle dans laquelle il se reconnaît. Donc il arrive, et c'est tout à fait normal, qu'il y ait des personnes qui donc ne se reconnaissent pas dans l'identité de genre qui leur a été imposée à la naissance, et c'est ça qu'on appelle des personnes trans. Par exemple, moi donc je suis un homme trans, c'est-à-dire qu'à la naissance, les médecins ont dit c'est une fille, et moi quand j'ai grandi, j'ai dit bah non, en fait, moi l'identité dans laquelle je me reconnais c'est homme, donc voilà, je suis un homme trans. Et il y a également des personnes non binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent ni totalement dans l'identité homme, ni totalement dans l'identité femme. Pour bien s'adresser à une personne trans et ou non binaire, en fait le mieux c'est déjà d'écouter comment la personne se genre, ou de lire comment la personne se genre, parce que parfois c'est à l'écrit. De demander les pronoms si on n'a pas eu l'occasion de lui parler ou de l'entendre parler, ce genre, etc. Et du coup de demander aussi son prénom tout simplement et de tout simplement l'appliquer en fait. Personnellement, et pour la majorité des associations et collectifs trans, nous sommes pour l'autodétermination. Ce n'est donc pas au médecin de diagnostiquer la transidentité, mais à la personne trans elle-même de savoir si elle l'est ou non. People think being a trans is like you're sick or you're crazy, but no, that is not the fact. We choosing to become a trans is very, very clear because that is what we are born to be. That is what we love doing. That is what makes us happy. Ça serait bien que tout le monde s'en renseigne par rapport à la transidentité parce qu'il y a des gens encore qui croient que transsexuel c'est être transgenre, mais transsexuel c'est plutôt une maladie que les autres. Il y a bien longtemps, ils nous ont mis dans un truc de ouf. Pour eux c'était une maladie mentale, on était des fous on va dire. Et non, on n'est pas des transsexuels, on est des transgenres.
Et ça, il faut arrêter aussi de dire transsexuel, non, c'est quelque chose qui nous fout un coup parce que c'est pas une maladie mentale. Vis-à-vis de mes mauvaises expériences dans la psychiatrie, je pense que dépathologiser totalement la transidentité permettrait aux personnes trans d'aller chez les psys sans être inquiétées d'avoir une remise en question de leur transidentité. Et je pense que c'est très important pour le suivi des personnes trans. La transphobie, en fait, c'est toutes les discriminations que subissent les personnes trans. Ça existe à diverses échelles, que ce soit la famille, les proches, l'État, le système médical, etc., même administratif. Et en fait, c'est un large panel. En fait, ça va du simple regard dans la rue, un peu perplexe sur comment cette personne, enfin, quel genre de cette personne a des agressions physiques, des insultes, le fait de refuser de genrer correctement une personne, le fait d'utiliser le dead name d'une personne. J'ai une amie qui habite à Paris et elle n'a pas encore de ce papier féminin et c'est une galère, c'est franchement galère. Parce que le médecin ne respecte pas le prénom de dire qu'elle est une femme et qui écrit derrière le papier officiel, même que c'est le nom du garçon, en bas, c'est écrit le nom de la personne, comment elle s'identifie et que ça fait du bien à elle, que ça ne fait pas mal à l'aise. Et en fait, mon amie, elle a presque abandonné la situation de faire les harmonisations, de continuer à faire du bien à elle-même avec le truc maladie, voilà. Et c'est super compliqué parce que moi, je suis obligé de donner un peu d'assistance, qui c'est pas moi qui de donner ce type d'assistance, c'est si le médecin, parce que moi, je ne suis pas médecin en fait. Les problèmes d'accueil pour les personnes trans font qu'il y a un phénomène qui est le détournement du soin. Par exemple, ça fait un bon moment que je n'ai pas vu de psychiatre parce que ceux que j'ai pu voir ont fait preuve de propos assez malveillants à l'égard de ma transidentité, qui fait que je ne peux pas prendre soin de ma santé mentale parce que j'ai peur d'à nouveau subir une mauvaise expérience, et ce dans tous les domaines de médecine. J'accueille des personnes qui cherchent des réponses depuis des années dans le système de soins pour pouvoir être accompagnées dans leur parcours de transition et pour qui le système hospitalier n'est pas du tout adapté à leurs besoins, voire a pu entraîner des difficultés et des refus de soins. C'est pour ça que quand elles arrivent, souvent elles sont soulagées. Ça fait des mois, voire parfois 40 ans qu'elles cherchent un endroit pour en tout cas où elles ont pris du temps pour s'autoriser à faire des demandes en santé et trouver un espace qui d'abord prend le temps de les écouter, puis puis qu'on cherche ensemble des réponses adaptées. C'est vraiment précieux pour elles. Pourquoi on n'a pas le droit à tous la même chose? Ce serait moins compliqué, ce serait plus facile, quoi. C'est vrai que c'est assez bête de faire aussi long, quoi. C'est pas logique. Je pense que c'est juste surveiller que tout se passe bien et puis voilà, il n'y a pas à faire des attestations psy, enfin je veux dire, ça soit aussi long, moralement, il faut dire toute sa vie, tout pourquoi on devrait se justifier de qui on est, quoi. On sait qui on est. Alors, dans le parcours de transition, on peut parler des équipes médicales hospitalières, qui sont celles qui sont identifiées comme le parcours officiel, entre guillemets, en tout cas reconnu par la sécurité sociale. C'est un parcours qui a des avantages et des inconvénients, moi je dirais. Les avantages, c'est qu'il est reconnu par la sécurité sociale. Donc une fois qu'on est dans le parcours, tout est facilité. Les hormones, les chirurgies, le changement d'état civil, voilà. En revanche, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un délai d'attente déjà pour entrer dans les équipes qui est souvent très long, parce qu'il y a beaucoup de demandes et parce que les rendez-vous sont éloignés. Et ensuite, il faut préciser que c'est des équipes qui sont tournées... centré sur le côté psychiatrique et ça ne convient pas toujours à tout le monde. Dans tous les cas, cette prise en charge, elle se fait dans le cadre de ce qu'on appelle une ALD, donc une affection longue durée, et cette ALD, elle est classée hors liste. Le fait qu'elle soit classée hors liste, c'est clairement pas anodin. Avant, elle était classée en psychiatrie, et donc ça s'inscrivait dans la logique de pathologisation qu'on avait précédemment.
mais depuis 2009, je crois, 2010, elle a été dépsychiatrisée et donc elle est hors liste. Ce qui signifie que pour obtenir cette affection longue durée, donc pour transidentité, on n'a pas besoin d'avoir d'attestation psychiatrique. J'ai constaté au fur et à mesure des années d'expérience avec les personnes trans à quel point les personnes sont différentes et à quel point les parcours sont différents. Et que du coup, l'idée d'un parcours standardisé, protocolisé, avec des étapes obligatoires m'a semblé de plus en plus artificielle et injuste. Les mineurs en parcours de transition sont parfois accompagnés de leurs parents et parfois non. Il faut savoir qu'actuellement, pour des actes médicaux, les personnes mineures doivent toujours avoir l'autorisation des personnes qui détiennent l'autorité parentale, sauf si elles ont pu obtenir une émancipation à l'âge de 16 ans. C'est important en fait de se battre pour que les mineurs aient le droit d'avoir accès aux soins pour leur transition parce que ça évite énormément de violences sociales et de discrimination et ça réduit les risques que leur santé mentale soit affectée. En fait, il y a 7 fois plus de risques suicidaires chez les personnes trans que dans la population générale. On peut vraiment en fait s'étonner, voire s'indigner du fait qu'il y a des milliers d'opérations réalisées sur les personnes intersexes, enfants, sans leur consentement, alors que les politiques internationales condamnent la France pour ça, là où on dit vouloir protéger les enfants trans qui souhaitent faire des actes de santé et réaliser leur projet de vie. Des enfants, des ados meurent, et certainement presque tous les jours, justement d'une incompréhension ou d'un rejet. Donc je pense que le corps médical doit prendre conscience, à travers leur formation, leur ouverture d'esprit, mais aussi leur capacité à affronter et à s'occuper et accompagner les jeunes qui sont dans cette transition. Alors, pour pouvoir accompagner les personnes trans dans le cadre d'un parcours en santé sexuelle ou dans le cadre de leur parcours de transition, c'est important d'avoir en tête que selon leur sexualité, selon leur orientation sexuelle, évidemment selon leur pratique, il y aura des vulnérabilités aggravées par rapport au risque de contracter le VIH, des IST ou d'avoir des problèmes de santé sexuelle. Être une personne trans, même si souvent ça fait qu'on a le moins accès à des dispositifs d'accompagnement et de soutien en santé, on a autant besoin, voire plus besoin d'ailleurs, que des personnes cis de pouvoir rencontrer des gynécologues, des proctologues, des urologues et peut-être d'autant plus en fonction des traitements qu'on a choisis ou des opérations qu'on a choisi d'avoir. Quand on est en période de transition et qu'on commence par le travestissement, on est tellement en quête, on est tellement en manque d'affection, d'amour, de plaire, que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient s'intéresser à vous et qui du coup est là et vous dit des choses que vous avez envie d'entendre, etc., vous pouvez avoir la faiblesse de dire ok, et ok à tout en fait. Et ça c'est l'extrême qu'il faut des fois parfois éviter ou garder un peu juste mesure pour dire non, je ne vais pas le faire quoi. En prenant de la testo, ma sexualité elle a changé. Ça a vraiment ouvert à toutes les personnes, t'es maintenant potentiel amante. Et du coup, j'ai commencé à dealer avec des personnes qui avaient des pénis. Et je savais pas trop comment faire et surtout, je savais pas comment me protéger. Et j'ai pris beaucoup de risques à ce moment-là. Aujourd'hui, dans l'éventail des outils de réduction des risques qu'on peut proposer en santé sexuelle, il y a plein d'outils. On parle toujours du préservatif, évidemment, des dépistages réguliers, du fait que les personnes séropositives et leur traitement protègent de la transmission. Il y a un outil qu'on appelait nouveau il n'y a pas très longtemps, mais qui est plus nouveau, qui est la PrEP, qui est un traitement préventif, du coup, qui permet à des personnes séronégatives de le rester en prenant un traitement, et qui s'appelle la PrEP, traitement prophylactique. Cet outil, il est très important à présenter aux personnes trans dans cet éventail-là, notamment parce que du fait de leur transidentité, c'est parfois pas si simple de négocier le préservatif selon les situations et les pratiques et la capacité à avoir assez d'estime de soi et de confiance en soi pour négocier ces outils. Et donc j'ai fait tous mes vaccins, l'hépatite, tout ça, la PrEP. Ça m'a vraiment libéré parce que
J'avais peur en fait, je n'étais pas épanoui dans ma sexualité. J'avais envie de faire des choses, je les faisais. Et puis après, je culpabilisais, j'avais peur. C'est un outil qui peut être pris de différentes façons. Si on a des rapports vaginaux réceptifs, la PrEP sera prise en continu, c'est-à-dire un cachet par jour. Et dans les autres cas, on peut prendre la PrEP à la demande, c'est-à-dire 2 cachets 2 heures avant le rapport, puis un le lendemain et un le surlendemain. C'est super important de présenter l'outil. Évidemment, on n'impose à personne cet outil-là. Mais par contre, dans la gamme des outils de réduction des risques, on doit inclure aujourd'hui la présentation de la PrEP, sachant que les personnes trans sont plus vulnérables au VIH que le reste de la population. Certaines personnes trans ressentent de la dysphorie par rapport à leurs génitaux, jusqu'à parfois des personnes trans qui vraiment veulent pas d'interaction avec leurs génitaux, ni de personnes extérieures, ni d'elles-mêmes, et ça peut poser des problèmes sur un niveau de santé. Quand je vais chez le médecin, j'attends de lui ou d'elle que ce professionnel entende ma demande et évite de me parler de ma transidentité ou de ce que je peux avoir entre les jambes quand ce n'est pas pertinent. So why? I don't know the reason why some doctors are like that, which is not supposed to be. So me be a lesbian, be a gay, be a trans, that's not your business. How do you expect me to come next time when you started asking me different kind of thing which a doctor is supposed not to ask? As a professional doctor, my personal life did not concern you. My health issue concerns you. You have to treat my health, not my personal life. Je ne saurais pas forcément quoi conseiller aux médecins comme formation, si ce n'est peut-être à partir du moment où ils sont intéressés par cette question-là, d'en parler avec d'autres médecins qui ont plus l'habitude. Effectivement, pour éviter les situations où les personnes viennent en consultation et se retrouvent à faire un cours au médecin sur leur transition, les transitions générales, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite de pouvoir accéder à leur demande particulière qui n'est peut-être pas liée à la transition ce jour-là. Quand on n'a pas l'habitude d'accueillir des personnes trans, on peut se tromper et c'est normal. Au début, moi, je me suis pas mal trompée et puis je me suis améliorée avec la pratique. L'idée, c'est quand même d'essayer parce que ça permet vraiment l'accès aux soins aux droits des personnes. Il y a aujourd'hui plein de ressources qui permettent d'améliorer ces pratiques. 2-3 choses qu'on peut avoir en tête. Si on a des questions à poser sur le parcours de transition, on essaye de se demander est-ce que ça a un lien avec la demande de la personne. Si ça n'a pas de lien, plutôt on ne pose pas la question. Et si ça a un lien, on explique pourquoi c'est important pour nous dans le cadre de sa demande. Si on se trompe, que ce soit pour les pronoms, le genre, le prénom ou autre chose, à ce moment-là, c'est ok, on peut s'excuser et puis on se recentre sur la demande de la personne. L'idée, c'est pas de s'excuser 1000 fois ou de culpabiliser ou de lui dire qu'on est désolé trop longtemps parce que la personne va devoir faire le travail de nous rassurer et ce n'est pas son job. Il faut comprendre qu'on est dans une situation qui, nous autres personnes trans, est tellement précaire du point de vue de l'accès aux soins que quand vous ne savez pas, essayez quand même. Essayez quand même de faire quelque chose. Essayez quand même d'écouter la personne. Essayez quand même de répondre à sa demande. Faire avancer tout ça et qu'on soit plus rejeté, on va dire. Même si c'est pas de votre faute, vous savez pas comment faire, mais ça serait cool de vraiment nous aider, en fait, même pour les mineurs. Alors en fait, je souhaiterais que ce soit les personnels médicaux en milieu hospitalier, dans les cabinets libéraux, que ce soit les secrétaires, que ce soit en fait que les personnes prennent conscience de la personne qui est en face d'elles, en fait. Et que, effectivement, je comprends qu'avec le nombre de rendez-vous, avec le nombre de patients, avec le nombre, on ne puisse pas non plus tout le temps être forcément à l'écoute ou avoir l'attention éveillée pour... Mais qu'on fasse quand même un effort devant ces personnes-là pour prendre en considération, en fait, leur état. Votre profession, c'est incroyable et qui nous besoin beaucoup de vous parce que quand on sort chez nous pour aller les voir, c'est qui nous fait confiance à vous aussi. Donc, ils ont besoin beaucoup de vous, comme vous besoin de nous pour l'apprendre et nous apprendre aussi à vivre bien cette vie, que c'est pas du tout déjà trop bien. C'est pas la meilleure vie du monde, mais on est là, on est résistance, on est vivant. Et moi, je trouve que c'est super important de nous, dans nos systèmes
de médical qui est un espace pour nous, qui on peut aller, qui on sent bien, qui on peut aller prendre des hormones de nous, des médicaments et rentrer à la maison avec la sécurité de la dépistage, de tout médecin, les passer le gel, ou n'importe quelle hormone vous utilisez à ce moment. Parce que pour moi, ça a changé ma vie en fait. Là, je prends mes hormones avec la sécurité, que je sais que rien ne va se passer de mal avec moi et qu'en plus je vais venir bien et je vais me voir dans le miroir et je vais dire ouais, c'est ça la route, je suis bien là et voilà.